Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Basic Prono Club, chaîne dédiée à l'analyse et au pronostic des rencontres sportives. C'est moi, Miomoy, qui vous accompagnerai tout au long de cette vidéo. Au programme aujourd'hui, je vais revenir sur les pronostics de la semaine dernière, voir quels ont été ses résultats. Ensuite, j'analyserai les 10 matchs de ce troisième tour préliminaire de la Champions League avec les tendances. Et ensuite, nous finirons par la sélection du club, des cotes intéressantes à prendre. Allez, c'est parti pour ce débrief. Donc voici les matchs de la Champions League de la semaine précédente. Donc avec un résultat plutôt satisfaisant dans l'ensemble, avec 6 choix principaux pour lesquels j'ai trouvé la victoire de Saba, le club azéri, en terre finlandaise, ainsi que le match nul des Suédois à Gibraltar. Également à noter la victoire de Sturm Graz en Écosse, qui était quand même cotée comme une surprise. Donc plutôt intéressant d'avoir trouvé cette victoire qui était pour moi assez facile au vu du match aller. Au niveau des choix secondaires, nous pouvons noter le match nul de Bratislava en Géorgie. Un match surdominé par les Slovaques qui auraient dû gagner aisément. Donc ça aurait dû être un choix principal plutôt. Sinon, nous avons la victoire de Shamrock en Arménie à 40% contre 50%. Donc c'était un choix secondaire assez fort. Ainsi que le match nul du Levski Sofia en terre roumaine à 40%. Au niveau des surprises, il y a la victoire de Karat sur cette terre contre le Nicosie, sachant que les Chypriotes ont été réduits à 10 dès la demi-heure de jeu. Donc peut-être que à 11 contre 11, la balance aura plutôt basculé vers le match nul. Nous avons également le match nul du FC Thun en terre croate au Dynamo de Zagreb. Donc j'avais mis quand même à 30%, donc égalité avec une victoire du FC Thun à l'extérieur. Donc là, on est plutôt parti sur un choix secondaire. J'essaierai de modifier d'1% pour faire 3 choix bien distincts au niveau des statistiques de résultats. Partons maintenant sur l'analyse de ces 10 matchs de Champions League. Allez, c'est parti. Match contre l'équipe suédoise de Mjällby contre les Slovaques du Slovan Bratislava. Donc je vais regarder plus amplement l'état de forme de ces équipes ainsi que leurs résultats récents. L'équipe suédoise a été la saison dernière titrée pour la première fois de leur histoire champion de Suède, ce qui implique une première participation historique de ce club en Coupe d'Europe. Si on regarde au tour précédent, ils ont éliminé l'équipe de Gibraltar de Lincoln. Après avoir regardé le résumé de deux matchs, le match aller et le match retour, je peux indiquer que l'équipe de suédoise n'a pas donné une impression d'ultra-dominance de l'équipe de Lincoln. Ils ont fait le nécessaire au match aller sur une défense très très poreuse de l'équipe de Gibraltar et ont fait un peu plus le dos rond. Le match était beaucoup plus équilibré sur le match retour avec un 0-0 avec des occasions des deux côtés. Du côté du Slovan Bratislava, entraîné par Yaya Touré, donc connaissance du milieu du football ayant joué à Monaco, Manchester City, atterri donc au Slovan Bratislava depuis cette année. Ils ont commencé leur championnat depuis la semaine dernière avec 2 belles victoires et on peut s'apercevoir 3-0, 4-0 qu'ils n'ont encaissé aucun but. Au tour précédent, ils ont éliminé les Géorgiens de Liberia 1999 avec une maîtrise totale des deux matchs. Au match aller, ils ont laissé le ballon aux Géorgiens mais n'ont subi aucune grosse occasion franche. Au match retour, ils ont ultra dominé ce match. Ils auraient dû gagner assez aisément ce match. Ils ont pris un but sur une erreur, une passe en retrait de leur ailier de la tête vers l'axe central de la défense, intercepté par un attaquant géorgien qui n'était plus hors jeu, forcément. Donc sinon, il n'y a eu aucune occasion de la part des Géorgiens. Si on regarde un peu l'historique des confrontations entre ces deux pays, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs sur ces 10 dernières années. Une seule l'année dernière. Donc cet historique n'est non significatif. On va regarder un peu plus en précision au niveau de la fête. Donc là, je n'ai pas trouvé l'équipe de Mjällby, forcément, ils n'ont pas d'historique en Coupe d'Europe. Donc au niveau des confrontations sur les pays à peu près équivalents en coefficient UEFA, les Slovaques étant 29e, on va regarder un petit peu quelles équipes ils ont affrontées. Donc si je regarde un petit peu au niveau
des défaites, je vais m'apercevoir que les équipes pour lesquelles les équipes suédoises ont perdu à domicile sont des équipes quand même d'un calibre et d'un historique en Coupe d'Europe assez conséquent. Donc Ludogorets, l'Étoile Rouge de Belgrade, Karabakh, les Poznan. Donc quand même de belles équipes. Par contre, à l'inverse, si on va regarder les victoires et les nuls, on peut savoir qu'il y a également de belles équipes. Donc Ludogorets, le Celtic, Karabakh, Maribor. Donc de beaux résultats contre des équipes qui sont mieux classées qu'eux. À l'inverse, si on regarde du côté des Slovaques, du Slovan, donc on peut savoir qu'à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué historiquement contre des clubs classés aussi bien que les Suédois. Donc on peut voir 0% de victoire. Donc 2 tiers des matchs perdus et 1 tiers en match nul. Si je regarde un petit peu l'historique du Slovan en Coupe d'Europe, on va regarder un petit peu où ils en étaient l'année précédente. Donc on peut voir qu'ils ont participé à la phase finale de la Conference League en étant reversés à la base de la Ligue des Champions. En 2025, ils ont participé à la phase de groupe de la Ligue des Champions. 2024, également la phase de groupe de la Conference League, en étant une nouvelle fois redescendu de la Champions League. Donc c'est un club qui a beaucoup d'historique en Coupe d'Europe, donc qui est heureux également dans les phases finales des Coupes d'Europe chaque année. Donc pour résumer, nous avons une équipe suédoise qui est en difficulté en championnat, néophyte en Coupe d'Europe, dont le tour précédent n'a pas donné une impression de maîtrise totale contre une équipe d'un club de Gibraltar. Du côté de Bratislava, donc on a un club qui est sur une phase positive, avec peu de buts pris, match totalement maîtrisé contre les Géorgiens. Historiquement des difficultés en déplacement avec très peu de victoires, mais quand même une participation régulière aux phases finales. Donc moi, de mon côté, ce que je prédis pour ce match, je prédis un match nul, et si je devais choisir un vainqueur, la balance pencherait de mon côté quand même par rapport au Slovan Bratislava, qui a une meilleure maîtrise. Pour ce match aller, je vois vraiment une équipe suédoise qui va défendre beaucoup plus, sachant qu'il joue contre une équipe d'un autre calibre que l'équipe de Gibraltar. Et une équipe slovaque qui va jouer en contre-attaque. Donc le 0-0 est totalement possible. Allez, passons au match suivant. Allez, premier match de ce troisième tour préliminaire de l'UEFA Champions League entre les Arméniens de l'Ararat Armenia et les Slovènes de Celje. Donc on va regarder la feuille de match. Donc on peut voir que les Arméniens au tour précédent ont éliminé les Irlandais de Clermont Rovers. Donc avec une victoire à domicile de 2-0 et une défaite au match retour de 1. Après avoir visualisé les résumés de ces deux matchs, l'Ararat domine ses adversaires à domicile et a beaucoup plus de mal à l'extérieur où les Irlandais auraient franchement pu mettre ce petit troisième but qui aurait poussé le match en prolongation et peut-être éliminé les Arméniens au final. Ils avaient fait un peu la même contre les Lettons avec une victoire également à domicile au premier match et une défaite au match retour. Du côté des Slovènes de Celje, on peut voir qu'ils ont éliminé les Albadais de Lenata avec deux matchs prolifiques en but, un 3-3 au match aller et un 2-2 au match retour. Les deux défenses au match aller étaient vraiment très poreuses, beaucoup de trous. Au match retour, les Albanais ont resserré un peu la défense et étaient vraiment beaucoup plus agressifs. Les Albanais ont eu vraiment les occasions les plus franches lors de ce match. Celje avait beaucoup de difficultés à trouver des décalages dans cette défense albanaise. Donc on peut voir que Celje a commencé son championnat, ce qui n'est pas le cas des Arméniens. Ces deux équipes joueront ce week-end, mais je pense qu'ils vont faire tourner car un troisième tour de Ligue des Champions est quand même une rencontre très importante pour eux. On peut voir au préalable que les deux équipes se sont déjà affrontées en 2020, donc lors post-Covid. Donc le match s'était joué en une seule rencontre, match aller.
et les Arméniens avaient remporté cette victoire 1-0 à domicile. Qu'en est-il au niveau des statistiques entre ces deux formations et ces deux nations? On peut voir que tout est à l'équilibre, on est sur du 40-20-40, donc vraiment la balance alignée. Là, on peut voir les scores préalables entre les confrontations entre les équipes de ces deux nations. Si je me concentre du côté de Celje, on peut voir que l'équipe s'est déjà rendue 2 fois en Arménie pour un nul et une victoire et 0 but marqué. Sachant qu'il y a un match qui a lieu il y a 2 ans avec cette défaite. Et on peut voir également qu'il y a vraiment un équilibre également au niveau des confrontations entre les adversaires qui sont à un classement UEFA similaire à l'Arménie. Si je me mets de côté de l'Ararat Arménia, là on peut voir qu'il y a plus de difficultés, mais il n'y a que 2 matchs. Donc peut-être pas à prendre en compte, car il y a vraiment trop peu d'arriérés de confrontation pour que ce soit vraiment parlant. Donc on peut voir que l'équipe jouait contre Celje, c'est le match que je vous parlais précédemment, avec une victoire en prolongation, donc 0-0 au terme des 90 minutes. On peut voir que les Arméniens, si je prends l'intégralité de leur match sur les 10 dernières années en Coupe d'Europe, on est vraiment sur une balance totale avec vraiment peu de défaites quand même. Seulement 1 match sur 4 de perdu et 3 matchs sur 4 où au moins ils accrochent la victoire ou au moins le match nul. Donc on va résumer ce match. Donc au niveau des Arméniens, qualification au tour précédent contre les Lettons de Riga et les Irlandais de Shamrock, avec victoire à domicile lors de ces 2 matchs, plus compliqués à l'extérieur. Domination en possession en occasion lors des matchs allés. Et comme on l'a pu voir, seulement 25% de défaites à domicile sur l'intégralité de l'historique en Europe de ce club. Au niveau des Slovènes, on a une qualification au tour précédent au tir au but contre les Albanais, avec une fébrilité défensive lors des 2 matchs de la part des Slovènes, qui auraient très bien pu perdre ce match retour contre les Albanais. Donc 2 déplacements historiquement qui ont déjà lieu en Arménie, ponctués par une défaite et un match nul, sans aucun but inscrit. Donc les Arméniens vraiment ont une défense assez compacte. Et ce qui est noté également, c'est que le Celje a participé aux 2 dernières phases finales de la Conference League, donc soit en redescendant de la Champions League, soit en redescendant de l'Europa League. Donc là, on est en Champions League, donc est-ce qu'ils vont redescendre d'un cran ou non? On le verra sur cette confrontation aller-retour. Au niveau des confrontations directes, donc voilà l'historique des confrontations entre ces 2 pays, on est sur du 40-20-40. Donc moi, mon sentiment sur ce match, je vois les Arméniens quand même assez costauds à domicile. Celje, qui a quand même des lacunes défensives. Donc je pars sur un 40% de chance, de probabilité que les Arméniens gagnent à domicile, 30% de match nul, donc un 70% sur un 1N, et 20% de chance que les Slovènes gagnent l'extérieur, que normalement, au niveau du coefficient UEFA, ils sont quand même bien mieux classés. On va passer au deuxième match. Match entre les Israéliens de l'Hapoel Beersheva et les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc on va regarder leur état de forme et les résultats récents. L'Hapoel Beersheva qui n'a pas commencé son championnat et qui commencera que le 22 août. Donc ils peuvent être 100% focus sur cette Ligue des Champions et ne pas avoir trop de fatigue dans les jambes. Au précédent tour, ils ont éliminé les Islandais du Víkingur Reykjavik en perdant le match aller en Islande et en gagnant le match retour en Israël. Grosse maîtrise technique à la vue des résumés de la part des Israéliens. Bon, petit bémol, le match aurait pu tourner totalement différemment. Víkingur a vraiment un 4 contre 1. Les 4 attaquants contre un défenseur et ils arrivent à ne pas marquer, je ne sais pas comment ils font. L'Hapoel ensuite marque ses 2 buts pour se qualifier. Il y a plusieurs occasions de contre. Peu d'occasions de la part des Islandais pour réussir à revenir dans ce match. Du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, club 9 fois d'affilée champion de Serbie, assez facilement. Donc ils peuvent se concentrer à 100% sur cette Ligue des Champions. D'ailleurs, tous les ans, ils participent aux phases finales d'une Coupe d'Europe, que ce soit la Champions League, l'Europa League ou la Ligue Conférence.
Au tour précédent, ils ont éliminé les Nord-Irlandais de Larne. Donc match assez facile, que ce soit le match aller ou le match retour. L'équipe nord-irlandaise avait un niveau assez faible de jeu. Il n'a pas à poser de résistance. Je vais regarder l'historique des confrontations entre les équipes de ces deux pays. Depuis 10 ans, il n'y a eu que 3 confrontations, avec 100% de victoire des clubs israéliens. Petit bémol, depuis fin 2023, les clubs israéliens ne jouent plus à domicile, mais jouent sur un terrain neutre, suite à la guerre. Et là, on va s'apercevoir tout de suite, si on regarde les résultats de la Beer Sheva, que c'est nettement plus compliqué. Si je regarde 2026, je vois que sur les 2 tours, ils ont été éliminés. Si on regarde 2025, on voit que c'est à peu près la même chose, élimination assez rapide. Et si on regarde 2024, donc en 2023-2024, également une élimination assez précoce. Donc on peut vraiment voir que cette mise en place du terrain neutre, le fait que les Israéliens ne jouent pas à domicile, quand même a un impact sur le résultat. D'ailleurs, la Serbie est limitrophe, le pays de la Serbie est limitrophe du pays de la Hongrie. Donc la question est, est-ce que l'Hapoel Beer-Sheva va vraiment jouer à domicile ou plutôt les supporters serbes vont se déplacer en masse et ça sera 2 matchs à domicile de la part des Serbes. Si on regarde du côté de l'équipe de l'Étoile Rouge et des clubs serbes, on peut s'apercevoir que les 7 équipes serbes contre des équipes de la même zone de coefficient UEFA que les Israéliens, il y a très peu de défaites, en seulement 20% de défaites, plutôt match nul et la victoire à l'extérieur. Par contre, à l'inverse, on peut regarder que les Israéliens, eux, perdent très peu de fois à domicile contre des équipes du calibre de l'équipe des Serbes. Donc, sachant que l'Étoile Rouge est forcément au-dessus de toutes les autres équipes, si je prends juste en Serbie. Donc si je résume ce match, nous avons d'un côté l'Hapoel Beer-Sheva, qui n'a pas repris son championnat. Dans ces matchs à domicile sont joués sur terrain neutre, pour lesquels il y a des résultats un peu moins probants. Mais par contre, peu de défaites contre les pays aussi bien classés que les pays serbes auprès de l'UEFA. Du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, donc cette équipe se balade en championnat depuis plusieurs années, donc peut mettre son équipe type à chaque fois sur ses tours préliminaires de Ligue des Champions. Au tour précédent, un match totalement maîtrisé contre une équipe assez faible nord-irlandaise. Donc une équipe qui participe régulièrement à toutes les phases finales de Coupe d'Europe depuis presque une dizaine d'années. Donc difficile de départager ces 2 équipes sur ce match. Ma prédiction pour ce match, je tends plus vers le match nul. Je pense que les supporters de Belgrade vont se déplacer en masse en Hongrie. Je pense que l'Hapoel Beer-Sheva va avoir beaucoup de difficultés. Va quand même blinder en défense. Le match va être équilibré, donc je vois plutôt un match nul. Mais s'il fallait que je choisisse une équipe qui gagne, ma préférence va sur l'Étoile Rouge de Belgrade. Passons au match suivant. Match entre les Bulgares du Levski Sofia et les Kazakhs du Kairat Almaty. On va regarder leur état de forme et leurs résultats récents. Le Levski Sofia a commencé son championnat depuis le 15 juillet environ, donc avec 3 journées de championnat et 3 victoires. Ils ont même commencé préalablement Ligue des Champions avec un premier tour contre les Bosniens du Borac Banja Luka, puis ensuite contre les Roumains de l'Universita Craiova. Je peux m'apercevoir que au niveau du Levski Sofia, au niveau de ces 2 tours préliminaires, à chaque fois qu'ils ont joué à domicile, ils ont gagné sans prendre de but. Par contre, à l'extérieur, ça a été un peu plus serré. En regardant les résumés du match contre les Romains, les 2 matchs étaient très très serrés. Les Bulgares ont marqué très rapidement dans ces 2 matchs et après ont été largement dominés en termes d'occasion par les Roumains, qui est une équipe vraiment très joueuse, qui joue très bien au football. Les Bulgares jouaient ensuite en contre où ils ont eu au match aller comme au match retour plusieurs occasions d'aggraver le score ou de reprendre l'avantage avec des poteaux et des barres transversales. Du côté de Kazakh, nous sommes en plein championnat. Le Kairat Almaty est premier de son championnat après 20 journées sur 30. Il se focalise là, en l'occurrence, sur la Ligue des Champions en faisant l'impasse sur le championnat grâce à leur fédération. Au précédent tour, ils ont affronté les Chypriotes de l'Omonia Nicosie.
J'ai regardé les résumés des deux matchs. Les Kazakhs ont joué dès la 30e minute sur ces deux matchs à 11 contre 10, donc ils étaient en supériorité numérique, mais ils ont quand même énormément galéré à faire un résultat. Au niveau du match aller, même à 10 contre 11, à 11 contre 10 plutôt, le match était équilibré, il n'y avait pas de domination des Kazakhs. Par contre, au match retour, dès que les Chypriotes ont été réduits à 10, Kirat a intensifié et a mis beaucoup de pression sur le but de l'Omonia avec plusieurs occasions. Les Kazakhs sont vraiment soit des centreurs au niveau de la tête, soit ils ont beaucoup de tireurs de loin, avec des beaux tireurs, des beaux tirs. Mais ils ont quand même dû aller jusqu'au tir au but pour se qualifier. Regardons maintenant l'historique de confrontation entre les clubs de ces deux nations. Très peu de confrontations entre ces deux pays, seulement deux, donc pas du tout significatif, non parlant. Si l'on regarde par rapport au coefficient UEFA des pays situés dans la zone de ces deux pays, on peut voir que les Bulgares perdent très peu souvent contre des pays avec un classement UEFA à peu près similaire. Et les Kazakhs, eux, à l'inverse, gagnent peu. On va faire un petit focus sur le Levski Sofia. Donc là, on peut voir qu'il y a 100% de victoires. Je pense qu'il y a aussi très peu de confrontations. Donc on peut voir qu'il y a très peu de défaites contre des pays classés jusqu'à la 23e place de l'UEFA. Donc à domicile, le Levski Sofia, c'est très très costaud. Du côté des Kazakhs, du Kirat qui a joué l'année dernière la phase de groupe de la Ligue des Champions, on peut savoir qu'à l'inverse, c'est assez compliqué de gagner à l'extérieur. Les déplacements sont compliqués pour eux. D'ailleurs, durant cette phase de Ligue des Champions, on pourra regarder, il n'y a eu aucune victoire à l'extérieur. Donc, vous voyez, aucune victoire à l'extérieur, que des défaites ou à maximum un match nul. Résumons ce match. Au niveau du Levski Sofia, donc on a une équipe en pleine forme, sur une très bonne dynamique, avec aucune défaite sur cette saison. Lors de matchs des tours précédents à domicile, c'est 2 victoires. D'ailleurs, il faut s'attendre à un stade bouillonnant contre les Kazakhs. Au niveau des Kazakhs, match très très compliqué contre les Chypriotes, alors qu'ils étaient en supériorité numérique les 2 tiers du temps. Très peu de résultats à l'extérieur en Coupe d'Europe en globalité. Ils font souvent la différence à domicile chez eux. Forcément, c'est des longs déplacements jusqu'au Kazakhstan pour les équipes européennes. Une participation l'année dernière à la Champions League qui leur a donné un peu d'expérience, mais peut-être pas assez pour battre cette équipe de Sofia à domicile. Donc moi, ce que je prévois pour ce match, c'est plutôt une victoire des Bulgares. Au maximum, un match nul pour le Kirat et peut-être une petite surprise, on ne sait jamais, parce que le Levski Sofia, à chaque fois, a marqué rapidement et a été dominé par la suite. Donc, contre une équipe regroupée, est-ce qu'ils vont réussir à faire la différence? Là, c'est un peu le point d'interrogation. Donc, victoire du Levski pour moi. Passons au match suivant. Match entre les expérimentés croates du Dinamo Zagreb et les Lituaniens du Kauno Žalgiris. Voyons un petit peu leur état de forme et les résultats récents de ces deux équipes. Le Dinamo Zagreb vient juste de reprendre son championnat par une petite victoire. Au tour précédent de cette Ligue des Champions, ils ont affronté les Suisses du FC Thun. Très très compliqué pour eux de réussir à s'extirper de ce tour. Au match aller, ils avaient été menés par ces Suisses. Ils ont su revenir en fin de match. Match plutôt équilibré, mais les Suisses développaient vraiment du beau jeu. Au match retour, les Suisses ont pris l'avantage par 2 buts, très mérités, malgré quand même une équipe de Zagreb qui a mis beaucoup plus d'intensité en ce début de match. Ils ont pu revenir à 2 partout suite à un carton rouge des Suisses, donc à une supériorité numérique, et ont fait ensuite la différence en prolongation en gagnant 3-2. Donc cette qualification est quand même un peu miraculeuse. Tout cela est peut-être dû à leur expérience, eux qui participent pratiquement tous les ans à une phase de groupe, une phase finale d'une des 3 Coupes d'Europe, que ce soit la Champions League, l'Europa League ou la Ligue Conférence. Au niveau des Lituaniens du Kauno Žalgiris, eux sont en plein championnat, ils sont premiers après 20 journées. Au tour précédent, ils ont éliminé les Féroïens de Klasztorich, donc un match très très champêtre.
C'était vraiment un match de district avec des tribunes très petites, des stades tout petits. Les 2 matchs ont été plutôt équilibrés et les Lituaniens ont marqué dans les 10 dernières minutes pour faire la différence à domicile. Si nous regardons l'historique des confrontations entre ces 2 pays, nous pouvons voir qu'il y a très peu de confrontations. C'est dû forcément à un coefficient UEFA très en décalage, 20 contre 46. Les Lituaniens jouent peu d'équipes de ce calibre. Nous pouvons voir qu'au niveau des Croates, il y a vraiment une forte probabilité, historiquement, ils gagnent les 3 quarts de leur match contre des équipes aussi avec un classement UEFA aux environs de ceux de la Lituanie. Et si nous filtrons sur directement le Dynamo Zagreb, donc là vous voyez aucune défaite. On voit un petit 20% au niveau des matchs nuls, un match nul il y a plus de 10 ans contre une équipe luxembourgeoise. Sinon ce n'est que des victoires. Au niveau des Lituaniens du Kauno, eux ont très peu d'expérience en Coupe d'Europe. Donc voilà leur historique en Coupe d'Europe. Donc leur plafond de verre pour l'instant est un 3e tour. L'année dernière, en Conference League, ils n'ont jamais participé à une phase de groupe. Ce sera une première cette année, sachant qu'ils, s'ils perdent cette confrontation, ils seront redescendus en Europa League. Et s'ils perdent le 4e tour d'Europa League, ils seront redescendus en Conference League. Donc déjà un bel exploit pour eux. Donc lorsque nous regardons les résultats contre des équipes plutôt bien classées, donc la 22-16, on peut voir que quand même c'est des gros scores pris. 21 le 3-1 Poznan également. Donc là même pas c'est contre une petite équipe, mais ils perdent assez facilement également. Donc à l'extérieur c'est très très compliqué pour cette petite équipe lituanienne. D'ailleurs si nous mettons la Croatie juste au niveau des équipes lituaniennes, voilà, nous sommes dès qu'ils affrontent une équipe d'un gros calibre, c'est 96% de chances de défaite. Donc résumons ce match. Une équipe du Dynamo de Zagreb expérimentée en Coupe d'Europe, qui a eu beaucoup de difficultés au tour précédent, donc je pense que ça va leur donner une petite leçon. Ils affrontent une équipe du lituanien du Kauno Žalgiris qui a peu d'expérience en Coupe d'Europe, qui a eu des difficultés à se dépatouiller de ce match contre les Féroïens. Donc je ne vais pas laisser plus de suspense que ça. Moi, ce que je prévois pour ce match, c'est une victoire à 100% du Dynamo Zagreb. Et je pense par au moins un minima de buts. Passons au match suivant. Match entre les Grecs de l'Olympiakos Lupiri contre les Néerlandais du NEC Nijmegen. Donc regardons un petit peu leur état de forme actuel et leurs résultats. Nous pouvons voir que ces 2 équipes n'ont pas encore commencé leur championnat. L'Olympiakos commençant leur championnat fin août et les Néerlandais commençant leur championnat la semaine prochaine. Donc on n'a qu'une série de matchs amicaux. Moi je ne tiens pas du tout compte de ces matchs amicaux qui ne reflètent pas du tout du potentiel de l'équipe et de ce qu'ils vont rendre réellement en match officiel. Donc on va se concentrer sur l'historique de confrontation entre les clubs de ces 2 pays. Donc là il y a beaucoup plus de données, beaucoup plus de confrontations et nous pouvons nous apercevoir que la tendance va historiquement vers une victoire des Néerlandais à 54% et peu de victoires grecques. Par contre, si je sélectionne l'Olympiakos, on peut voir que l'Olympiakos, de son côté, ne perd pas contre les équipes néerlandaises à domicile. Si je regarde plus amplement le résultat au 3e tour de qualification, on peut s'apercevoir également que cette équipe de l'Olympiakos ne perd pas lorsqu'ils sont au 3e tour de qualification d'une Coupe d'Europe. Du côté des Pays-Bas, pas grande donnée concernant l'équipe du FC Nijmegen. Forcément, ils n'ont pas de participation des Coupes d'Europe depuis plus de 10 ans. Donc pas de données à ce niveau-là. Et il est difficile de se référer aux données des Néerlandais contre des autres équipes grecques, sans enlever l'Ajax, le PSV Eindhoven et le Feyenoord. Forcément, Nijmegen qui a fini 3e l'année dernière du championnat, avec beaucoup de matchs nuls, 16 victoires, 11 matchs nuls de mémoire. Donc je pense qu'il ne reflète pas du tout les données par rapport à l'historique des confrontations des Néerlandais en Coupe d'Europe. Donc résumons un peu ce match. L'Olympiakos, une équipe qui a énormément d'expérience en Coupe d'Europe, qui est fraîche,
qui perd très rarement à domicile, hein, peu de défaites, contre une équipe néerlandaise qui va découvrir la Coupe d'Europe cette année pour beaucoup de ses joueurs. Malgré des stats qui vont plutôt du côté des Néerlandais, je vous prévois plutôt une victoire de l'Olympiakos à domicile dans la fournaise du Pirée, donc contre une équipe qui n'a pas beaucoup d'historique et de vécu. Peut-être le match nul au mieux pour les Néerlandais qui ont fait beaucoup de matchs nuls précédemment dans leur saison en championnat. Donc je ne connais pas du tout cette équipe. Donc là, forcément, on n'a pas beaucoup de vision. Donc je pars quand même sur une victoire de l'Olympiakos. Passons au match suivant. Match entre l'Union Saint-Gilloise et les Norvégiens de Bodø Glimt. Regardons un petit peu leur état de forme actuel. Les Belges viennent de commencer leur saison le week-end dernier avec la Supercoupe de Belgique et une victoire au tir au but contre le club de Bruges. Un match qui n'a pas eu de prolongation, un partout à la fin du temps réglementaire. Donc peu de fatigue dans les jambes des Belges, mais également, ce qui veut dire peu de rythme aussi. Du côté des Norvégiens, Bodø Glimt est premier de son championnat après 16 journées. Il est sur une série de 10 matchs sans défaite, avec, on peut l'apercevoir vraiment, regardez, pas de but pris. Donc une défense totalement hermétique depuis la reprise suite à la Coupe du Monde. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en 2024 lors de la phase de groupe de l'Europa League et le match s'était terminé sur un 0-0. Voyons un petit peu l'historique des confrontations entre les clubs de ces deux pays. Nous pouvons nous apercevoir que la balance penche sérieusement du côté de la Belgique en termes d'historique de confrontation, avec 90% de victoires et seulement 10% de matchs nuls. Si je regarde du côté de la Norvège, les confrontations contre les pays de cette zone de coefficient UEFA sont en défaveur des Norvégiens, avec seulement 4% de victoires, plutôt de la défaite et un tiers de match nul. Et si nous regardons précisément les résultats de Bodø Glimt, donc le club qui depuis 4-5 ans est régulièrement en phase finale d'une Coupe d'Europe, donc a pris beaucoup d'expérience. On est sur du 11-44-44. Donc quand même peu de victoires à l'extérieur contre des pays aussi bien classés. D'ailleurs, on peut voir en dessous que Bodø Glimt s'est déplacé 2 fois en Belgique pour 0 victoire. Donc le match nul contre l'Union et une défaite contre le Club Bruges. Mais ces 2 matchs avaient lieu en phase de groupe et non en phase qualificative. Donc cela peut changer beaucoup de choses, hein, sachant que le rythme est beaucoup plus du côté norvégien que du côté belge qui commence à peine leur saison. Si je regarde ce que fait Bodø Glimt dans les tours de qualification, le 3e tour, on voit que c'est très équilibré avec des nuls, des victoires ou des défaites, qu'importe le rang de l'équipe. Hein. On peut le voir là, contre les Lituaniens, c'était un match nul. Ils ont perdu contre des Kosovars. Donc Bodø Glimt se déplace plutôt moyennement. Au niveau de l'Union Saint-Gilloise, à l'inverse, très peu de phases qualificatives, j'ai répété seulement 2 sur les 4 dernières années, avec une victoire et une défaite. Donc difficile de prédire le résultat de ce match, sachant qu'on a une équipe de l'Union Saint-Gilloise qui entame juste sa saison, donc avec peu de rythme. Par contre, historiquement, des résultats probants contre les équipes norvégiennes. Et de l'autre côté, on a une équipe norvégienne qui, suite à la reprise de son championnat post-Coupe du Monde, gagne tous ses matchs sans prendre aucun but. Par contre, ils ont de leur côté perdu leur attaquant principal qui est parti au Celtic de Glasgow. Donc, c'est des éléments hein, qui penchent sur une décision définitive. Donc, moi, je pars de mon côté sur le match nul avec une tendance, si je devais choisir un gagnant, sur Bodø Glimt qui a beaucoup plus de rythme et qui a de l'expérience en Coupe d'Europe. À voir si l'Union Saint-Gilloise, c'est un peu l'inconnu sur leur niveau actuel. Donc passons au match suivant. Allez, match entre les Tchèques du Sparta Prague et nous Français de l'Olympique Lyonnais. Allez, direction la feuille de match et leur état de forme. On peut voir que les Tchèques ont repris leur championnat depuis 2 journées avec une victoire et une défaite.
De son côté, l'Olympique Lyonnais n'a pas encore entamé la reprise de son championnat qui aura lieu le 22 août. Donc concrètement, peu d'éléments sur l'état de forme de l'Olympique Lyonnais, sachant que les matchs amicaux, faut toujours prendre ça avec des pincettes. Basculant sur l'historique et les statistiques des confrontations directes entre ces deux équipes, nous pouvons nous apercevoir que la France est largement sortie vainqueur de ces duels entre ces deux pays, avec à peu près 3/4 des victoires à l'extérieur. Si je regarde en détail les résultats du Sparta de Prague contre les équipes françaises, cela nous donne 100% de défaites sur 4 matchs, quand même, c'est pas négligeable. Donc une contre l'Olympique Lyonnais en 2022, défaite 4-3. Nous pouvons voir également que pour un troisième tour de qualification à la Champions League, il y a déjà eu un duel entre les clubs de ces deux mêmes pays et Monaco était sorti également vainqueur. Si je regarde l'Olympique Lyonnais de son côté contre les équipes tchèques, je me retrouve avec 2 matchs et 2 victoires. Regardons un peu l'Olympique Lyonnais sur ses phases de qualification de la Champions League, ou même des autres coupes d'Europe, si je prends le troisième tour. Donc peu de matchs, donc un match contre un club tchèque avec une victoire à 4-1 des Lyonnais. Donc à l'inverse, si je pars regarder ce qu'a fait le Sparta de Prague, si je prends le résultat sur le troisième tour qualificatif, là je vais regarder juste la Champions League, donc on peut voir que il y a très peu de victoires, seulement une victoire contre Malmö, sinon c'est que des nuls ou des défaites. Donc une équipe qui a du mal quand même sur ce troisième tour de qualification. Donc ce que je vois pour ce match, donc on a d'un côté l'équipe du Sparta Prague qui a repris le championnat avec des résultats mitigés, très peu de réussite entre les clubs tchèques et les clubs français. De ce côté, l'Olympique Lyonnais n'a pas encore repris le championnat, donc ils n'ont pas de fatigue dans les jambes, mais ils n'ont pas également de rythme. Ils ont perdu Hendrik, ils ont récupéré Openda, donc à voir si Openda va pallier cette perte au niveau de l'effectif. L'Olympique Lyonnais, c'est des victoires en Tchéquie. Donc, ce que je vois de mon côté au niveau du résultat de cette rencontre, je partirai sur une victoire de l'Olympique Lyonnais à 50%. Je couvrirai quand même le match nul. Je pense que sur la double confrontation, l'Olympique Lyonnais se qualifiera pour le tour suivant. Mais on n'est jamais à l'abri quand même d'un petit match nul et d'une victoire de l'Olympique Lyonnais sur le match retour. Allez, bon. Passons au match suivant. Match entre les champions du Danemark en titre Aarhus et les Azeris du Sabah Bakou. Donc regardons leur état de forme actuel. Donc Aarhus a repris son championnat depuis le 25 juillet avec 2 matchs nuls. Il ne faut pas trop en prendre compte car on peut voir que ces 2 matchs ont eu lieu après le dernier tour qualificatif de Ligue des Champions où les Danois ont éliminé le Lech Poznan. Donc au niveau de résumé de ces 2 matchs, le match aller, les Danois ont perdu 4-1 totalement contre le cours du jeu. Et leur gardien a été expulsé suite à une main en dehors de la surface. Ils ont été mis 2-0, ils sont revenus à 2-1 à 10 contre 11 et ils ont eu des occasions de revenir à 2-2. Mais Poznan a fait la différence en fin de match. Donc là, au match retour, ils ont vraiment mis énormément d'intensité sur le match. Ils ont réussi à revenir, à gagner 3-0 à la fin du temps réglementaire. Ils ont repris un but lors de ces prolongations et ont eu la niaque pour réégaliser sur l'ensemble des 2 matchs et se qualifier au tir au but. Donc forcément un match avec beaucoup d'intensité qui a duré 120 minutes. Donc c'est pour ça qu'en championnat, il ne faut pas forcément prendre compte de ces résultats, sachant qu'ils ont sûrement dû faire tourner. Mais quand même une belle équipe de Aarhus qui a vraiment bien mérité sa qualification car en match aller, c'est eux qui dominaient les Polonais. De ce côté, au niveau des Azeris du Sabah Bakou, ils ont éliminé les Finlandais de Kups au tour précédent. Donc match maîtrisé vraiment de bout en bout sur l'ensemble. Peu d'occasions franches de la part des Finlandais sur l'ensemble des 2 matchs. Maîtrise collective, Sabah au match retour a joué en contre, très défensif en termes d'équilibre. Donc regardons un petit peu l'historique des confrontations entre les clubs de ces 2 pays. Donc nous pouvons nous apercevoir qu'il y a eu très peu de confrontations, une seule. Donc une victoire de Copenhague contre Karabakh il y a déjà 8 ans de cela. Donc c'est pas très significatif à ne pas prendre en compte. Si nous regardons du côté de Aarhus,
Nous pouvons observer qu'ils ont très peu d'historique en Coupe d'Europe, seulement 3 participations et 3 éliminations directes, mais pas de défaite en tout cas à domicile. On va regarder maintenant du côté des Azeris. Donc au niveau des Azeris, là on peut voir quand même, au niveau aussi des Danois, qu'il y a vraiment très peu de défaites. On est du 65-34 sur des équipes du calibre des autres pays du même calibre que les Azeris, classés entre la 23 et la 30e place à l'UEFA. Donc les Danois font souvent le taf à domicile. Donc regardons un petit peu ce qu'il en est du côté de Saba. Donc Saba également a très peu d'historique en Coupe d'Europe, juste depuis ces 3 dernières années, avec des éliminations également au tour préliminaire de la Conference League et de l'Europa League. Et on peut s'apercevoir qu'ils n'ont jamais affronté en fait une équipe d'un tel calibre que cette équipe de Aarhus du Danemark. Donc récapitulons un petit peu ce match. Donc d'un côté, on a une équipe danoise qui vraiment a fait le travail contre Poznan, qui a remonté quand même 3 buts de différence pris à domicile, gagné quand même à Poznan en Pologne de plus de 3 buts, c'est assez impressionnant, qui dégage une force collective, une intensité assez forte. En plus, on voit que historiquement, les clubs danois réussissent contre des clubs de pays avec un faible coefficient UEFA ou un coefficient à peu près similaire à ceux des Azeris. Par contre, on a peu d'historique en termes d'expérience au niveau des Coupes d'Europe. Par contre, on sent qu'ils ont vraiment l'envie. C'est quand même les champions en titre du Danemark. Et de l'autre côté, on a une équipe Azeri qui reprend son championnat assez tardivement, donc ils sont focus à 100% sur cette Ligue des Champions. Donc aussi plus de fraîcheur que les Danois qui ont du championnat plus une prolongation contre Poznan. Ils ont maîtrisé leur match contre le Koups. Par contre, ils n'ont pas beaucoup d'historique en Coupe d'Europe et ont affronté peu de pays de ce calibre. Donc moi, ce que je vois pour ce match en termes de résultats, je vois quand même les Danois, s'ils mettent la même intensité que contre Poznan, gagnent le match assez facilement sans prendre de but. Après, les Azeris vont jouer quand même très défensif pour essayer de faire la différence au match retour. Donc le nul n'est quand même pas à exclure, même si je vois les Danois gagner ce match. Allons, passons maintenant au dernier match. Match entre les Turcs du Fenerbahçe contre les Autrichiens du Sturm Graz. Nous voyons un peu l'état de forme de ces deux équipes. Donc le Fenerbahçe qui ne reprendra son championnat que le 15 août. Donc pour l'instant, ils peuvent être vraiment focus sur ces tours préliminaires de la Ligue des Champions, sans taux de fatigue dans les jambes. Donc au tour précédent, ils ont éliminé les Polonais du Górnik Zabrze. Ils ont fait le nécessaire au match aller avec une belle domination de leur part et des occasions de scorer un peu plus que ce 1-0 que nous voyons. Je n'ai pas trouvé de résumé du match retour. Ce que j'ai pu lire, ça a été beaucoup plus compliqué pour les Turcs, qui ont marqué très rapidement sur un penalty dès la 12e de minute de jeu. Mais après, les Polonais ont vraiment mis de l'intensité pour récupérer ces 2 buts de retard. Le gardien turc a fait un excellent match en faisant plusieurs arrêts décisifs. Donc la qualification n'a pas été aussi simple que ça pour le Fenerbahçe. De ce côté, les Autrichiens du Sturm Graz ont repris ce championnat ce week-end. Ils ont éliminé l'équipe de Hearts of Midlands, l'équipe écossaise au tour précédent. Donc ils avaient fait vraiment le taf au match aller en surdominant cette équipe écossaise. Le 4-0 ne reflète même pas le nombre d'occasions franches qu'ils ont eues. Ils ont un peu plus géré au match retour avec un jeu plus de transition et ils ont en contre-attaque réussi à gagner ce match. J'avais trouvé que l'équipe de Stograd était vraiment une belle équipe avec des techniciens devant. Après avoir, hein, c'était juste l'équipe de Hertz, donc est-ce que le niveau est vraiment différent avec le Fenerbahçe? On va regarder un petit peu l'historique des confrontations entre les clubs de ces deux nations. Voilà, on peut s'apercevoir qu'on est totalement à l'équilibre en termes d'historique de confrontation, 43-14, 43. Donc en fait, pas si simple que ça pour les Turcs de gagner contre les Autrichiens. Je défile pour avoir une vue d'ensemble de ces confrontations. Nous pouvons apercevoir un match qui est déjà eu entre les deux équipes sur l'Europa League 2017-2018 avec un match nul 1 partout. Si je fais un focus sur l'équipe du Fener, là, je peux savoir que contre des équipes à peu près du même calibre, on est 50-20-30 et que le Fener n'a jamais perdu contre des clubs autrichiens à domicile.
avec une victoire 4-1 contre l'Austria Vienne sur le second match. Je vais regarder un peu ce que fait le Fener au niveau des tours de qualification et surtout du troisième tour. Donc pas mal de matchs, et là on peut voir que c'est soit des victoires, soit des matchs nuls, il n'y a aucune défaite. Maintenant on va se tourner du côté des Autrichiens, et spécifiquement du côté de Sturm Graz. Là on peut voir qu'en termes de résultats contre des équipes d'un plus gros calibre qu'eux, il n'y a aucune victoire extérieure et pratiquement 4 matchs sur 5, une défaite. Et si je regarde également du côté du troisième tour de qualification des différentes Coupes d'Europe, du côté des Autrichiens, là on peut s'apercevoir qu'il n'y a aucune victoire à l'extérieur, au mieux un match nul. Donc résumons un peu ceci. D'un côté on a une équipe de Fenerbahçe qui est fraîche, qui ne joue que la Ligue des Champions pour l'instant, qui a eu beaucoup de difficultés à éliminer l'équipe des Polonais de Górnik, surtout un match retour à l'extérieur. Après à domicile, au niveau de leur stade et l'ambiance qu'il y a, ça va être quand même compliqué pour les Autrichiens de faire quelque chose. Les stades vont quand même historiquement du côté de Fener qui perd très peu à domicile, et surtout également contre les clubs autrichiens. De l'autre côté, on a une équipe autrichienne qui est en phase de reprise aussi de son championnat, qui a dû faire tourner la dernière fois, qui a éliminé Hertz assez facilement en gérant le match retour. Après, historiquement, ils ont vraiment des difficultés à s'exporter hors de leur base, avec un taux de défaite vraiment très très important. Malgré une expérience en Coupe d'Europe assez régulière au niveau des phases finales. Par contre, ces phases finales, ils ne passent pas plus par la suite. Donc de mon côté, pour ce match, je vois quand même une victoire du Fenerbahçe dans l'ambiance de leur stade. Les Autrichiens quand même sont une bonne équipe, je trouve. Donc je me confonds avec un petit match nul à 30%. Mais je vois quand même le Fener faire le nécessaire au match aller. Par contre, cela n'est pas dit qu'il se qualifie en terre autrichienne sur le match retour. On va faire un petit récap de tous les matchs analysés. Suite à l'analyse de ces 10 matchs, voici un récapitulatif des prévisions sur chaque match que nous débrieferons la semaine prochaine. Donc passons maintenant à la sélection. Voici la sélection du club des petites cotes à prendre. Donc petite parenthèse. Donc attention, vous voyez le bandeau jaune en bas de l'écran. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflit audio, addiction. Retrouvez nos conseils sur genre-info-service.fr ou au 09 74 75 13 13. Donc ça, bien à prendre en compte. Ne misez que ce que vous êtes capable de perdre. Vous ne deviendrez jamais millionnaire grâce aux paris sportifs. La seule solution de devenir millionnaire, c'est de gagner le Loto Foot 15 avec un super pactole. Et là, je peux vous dire, accrochez-vous, vu le nombre de combinaisons qu'il y a, il faut quand même, même avec une connaissance, il faut quand même une grande part de chance. J'ajouterai également que si vous perdez un pari, n'essayez pas de vous rattraper instantanément. Digérez cette défaite, ou plutôt cette perte. Il vaut mieux avoir l'esprit serein avant de reparier pour avoir la tête froide. Donc la sélection actuellement, donc sur ces 10 matchs de Champions League. Donc moi je mets de mon côté le N2 sur le match de Mjalbi Slovan Bratislava. Donc selon ce que je vous ai dit précédemment, je ne vois pas les Slovaques perdre à l'extérieur. Également belle cote de la qualification du Slovan, donc encore plus intéressante que ce match aller, sur un match aller-retour. Donc même s'ils sont accrochés, ils perdent d'un but au match aller, ils peuvent très bien inverser la tendance au match retour. Donc cote de 1,80, donc je trouve très belle cote. Je vois également Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris. Je vois la victoire de Zagreb avec un but de handicap. Donc victoire au moins de 2 buts de la part des Croates, côté à 1,46. Et dernièrement, sur le match Aarhus-Sava, Bakou, je vois le N remboursé si Aarhus gagne. Donc on va dire que si l'équipe danoise gagne, vous ne perdez rien. C'est une cote à 1 qui ne vaut 0. Par contre, si Sava arrive à accrocher quelque chose au Danemark, je ne vois qu'un match nul.
je ne les vois pas gagner en Danemark. Donc c'est pour ça que je mets le N à rembourser 6 victoires de Aarhus, coté à 1,55. Donc voici pour la sélection du club. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bon prono à tous!